vous le savez probablement, le vice-amiral Anne Hilarion de Tourville, l'un des protagonistes de notre pièce, a affronté la flotte anglo-hollandaise avec un léger désavantage. 2 fois moins de vaisseaux, 3 fois moins de marins et 20 fois moins de canons. C'était de la folie, mais il y est allé, obéissant aux ordres du roi Louis XIV, son roi. La marine royale résista d'abord admirablement. Mais ce qui devait arriver arriva. Elle fut presque anéantie. Comment réagit Louis XIV? Il accueillit Tourville à Versailles et lui dit « Je suis content de vous et de toute la marine. Nous avons été battus, certes, mais vous avez acquis de la gloire pour vous et pour la France. » Puis, il l'éleva à la dignité de maréchal. Le spectacle que nous proposons aujourd'hui ne raconte pas cet épisode. L'action se situe presque 3 ans auparavant, en juillet 1689. Tourville, le phthisique, Anne Hilarion, autrement dit le tuberculeux, vient rendre visite à son frère, François César, l'endetté, en son manoir de la vallée qui se dressait dans un champ à quelques mètres d'ici. On n'en distingue d'ailleurs plus que quelques pierres dans la terre. Pour mettre ces pierres en lumière, nous nous sommes lancés avec optimisme dans la création d'une pièce originale. Il faut bien l'avouer, nous nous sommes ainsi retrouvés dans la position de Tourville à la hougue. C'est-à-dire face à une tâche colossale qui dépassait sans doute nos moyens. Mais nous avons fait face avec bonne humeur. Pour l'auteur qui a dû s'improviser metteur en scène, pour moi qui ai dû aussi m'improviser assistante metteur en scène, sachant qu'il y a toujours plus d'idées dans 2 têtes que dans une tête, autant pour les comédiens et comédiennes, novices pour la plupart, allant de la collégienne aux retraités, certains venant de grandes villes ou de Paris, l'expérience aura été formatrice et pas toujours facile. Nous espérons que vous saurez vous montrer envers notre troupe bénévole aussi que magnanime que Louis XIV envers son vice-amiral vaincu. Et pour citer Shakespeare, si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Et oui, l'abbé, je me demande ce qu'est devenu mon frère depuis si longtemps que je ne l'ai vu. C'est vrai que je le connais par le truchement des lettres, mais les mots veulent dire beaucoup moins que le corps et la voix. Étiez-vous plus familier autrefois? Certes, dans notre enfance, bon, même si j'étais l'aîné des garçons et lui le dernier né. L'alpha et l'oméga, dirait Saint Jean. Oui, mais la Bible dit aussi que les derniers seront les premiers. Cela n'est qu'au ciel, mon fils. Eh bien justement, notre mère disait que Anne Hilarion en était tombée du ciel, avec ses beaux cheveux blonds et puis ses yeux bleus rayonnants. Il avait tout l'air d'un ange. Mais comment diable pouvait-il aller se battre au milieu des canonnades et des abordages? Pouvait-il être un ange dans ces cas-là? Saint-Michel aussi maniait l'épée pour terrasser la bête. Ah oui, alors donc mon frère est élevé au rang d'archange. Sentirais-je une pointe d'envie dans vos paroles? Non, non, non. Ni envie ni jalousie. Tout impotent que je suis,
je me réjouis de sa bonne fortune et me résigne à n'être que moi-même. Vous valez donc un ange, vous aussi, et vous évitez le triste chemin d'Abel et Caïn. Mais je n'ai aucune envie de tuer mon frère, ni même, si cela à l'envie m'en prenait, le caprice ne m'en prendrait pas forcément. Et de toute façon, il y a fort longtemps, eh bien, c'était plutôt lui qui m'admirait. À cette époque-là, j'en savais plus que lui. Ah, Et en fait, eh bien, voyez-vous, c'est moi qui lui ai appris à compter au-delà de 10. Nous étions dans une cuisine, à Paris sans doute. Enfin, je nous revois très bien. C'était peu après la mort de notre père. Et Anne Hilarion avait 5 ans à l'époque. Hein. Il était à genoux sur un tabouret. Et moi, 12 ans, à côté de lui, je lui montrais des noisettes alignées sur une table. Alors, il y avait 8 noisettes, et puis 9, et 10, et alors maintenant, ensuite, eh bien, 11 noisettes, et 12, et 13. Bravo, bravo. Et surprenant, les souvenirs que la mémoire nous réserve. Eh bien, des chiffres. Et aujourd'hui encore, ce sont des chiffres qui vont nous réunir. Ouais, bien moins innocents. Des dettes. Encore des dettes. Toujours des dettes. Mais jusqu'où me poursuivront-elles ? consolez-vous. L'Évangile dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, l'abbé, rappelez-moi de faire graver cette belle parole au-dessus de la porte du manoir. Père, il arrive. Ah, votre frère est-il rentré ? Oui, j'ai aperçu près des écuries. Ah bon ? Oh, aidez-moi là-bas. Oh, que va-t-il penser de moi, mon petit frère devenu si grand ? Ma belle Annette, ma douce Margot, voilà en peu de mots le choix qui me torture, mon lieutenant. Laquelle dois-je épouser ? Anne ou Marguerite ? La blonde ou la brune ? La rieuse ou la sérieuse ? Moi qui suis orphelin, je voudrais fonder la meilleure des familles et avoir la meilleure des épouses en est le commencement. Si l'amour était une bataille navale, une roche, je saurais peut-être te conseiller. Il s'agit de sentiments. Or, je ne connais pas l'astrolabe assez précis pour bien diriger sa barque en ces eaux-là. J'aimerais tant savoir ce que l'avenir me réserve. Le choix serait plus simple. Quel avantage tactique cela donnerait ? Dites, mon lieutenant, avez-vous déjà été amoureux ? Jadis. Ah oui, vous vivez voué à vos vœux, vous. Tu parles breton ? Non, je disais vos vœux. Vous vivez en respectant vos vœux. Enfin, ceux de l'ordre de Malte, pauvreté, obéissance et chasteté. La chasteté n'est plus qu'une idée vague quand les marins rencontrent les filles du port. Mais il faut plus de sensualité que de cervelle pour se troubler en ces matières-là, et ce n'est pas mon cas. La pauvreté, par contre, l'ordre y a bien pourvu. Toutes les richesses arrachées aux corsaires ottomans, au prix de tant de blessures et de morts. Nous n'en touchons pas grand-chose, nous les marins. Sans parler de la dot énorme versée par ma famille pour me faire entrer de minorité dans cette vénérable institution. L'ordre nous nourrissait, oui, mais nous l'engraissions. Était-ce de l'obéissance ? Assurément. D'ailleurs, religion ou pas, je tiendrai toujours la discipline pour une qualité essentielle. Ménagez-vous, monsieur. Ah bon, j'ai tort de vous faire parler autant. Je parlerai si bon me chante. Ne joue pas les nourrices avec moi. Oh,
Nous voici arrivés. Descendons. Dites, comment s'appelait-elle? Qui donc? Bien, la date que vous pensez, jadis. Te voilà bien curieux, le droche. Toute expérience est bonne à entendre pour un cœur en croix ou doute. Elle s'appelait Andronica, était fille de médecin grec, a fini sa vie au couvent, fin l'histoire. Très instructif. Les jardins sont en friche. Il manque des tuiles au toit. La maison nous menace ruine. Mon frère, Il a vieilli lui aussi. Mon frère! ah Quelle mais est donc cette petite-là? la guerre vous réussit. Où est-il, le frêle garçon que vous fûtes autrefois aux airs de Jouvencel? L'air du large a plus de vertu que celui de la terre. Si vous naviguiez, peut-être iriez-vous sur vos deux pieds à présent. Eh bien, en tout cas, un seul pied me suffit pour venir vous souhaiter la bienvenue. Et quant au deuxième, eh bien, le Seigneur y pourvoira. Et il me propose son bon berger, l'abbé Viard. Le brave homme est friand de vos exploits et il veut vous rencontrer. Eussé-je mieux toléré les climats chauds que j'aurais volontiers embarqué comme vous sur les navires de l'ordre. Mais le Seigneur m'ayant rendu facilement fiévreux, la seule nef de religion que je gouverne est celle de ma petite église. Et les seuls pirates que je raisonne sont mes coquins d'enfants de cœur. Mais ne laissons pas votre frère tout seul, lui aussi pourrait chanceler. Oh, écoutez, l'abbé a arrêté de jouer les nourrices avec moi. Ah, j'ai déjà entendu cela quelque part. À Pas propos, faire pour rien. à propos de nourrice, qui est cet enfant-là? Eh bien, Madeleine de Constantin, pour vous servir, monsieur mon oncle. Mon oncle? Morbleu, je pensais que madame la marquise de Vauville et vous n'aviez... bouchez-vous les oreilles, l'abbé. Eh bien, écoutez, effectivement, cette petite-là, comme vous dites, est ma fille. Mais ce n'est pas la fille de la marquise. Comment tourner cela? Nous avons divisé notre union et nous avons multiplié notre progéniture, chacun de notre côté. Alors, l'abbé n'aime guère ce genre d'arrangement qui contrevient au sacrement du mariage, mais enfin, il sait se montrer compréhensif et se boucher les oreilles quand il le faut. Et puis, il sait bien que la marquise est toujours une femme de peu de vertu. Et la mère de cet enfant? Elle n'est plus de ce monde, hélas. Elle s'appelait Marie, et comme son nom le dit, elle était pleine de grâce. Comme la Sainte Vierge aussi, elle est montée au ciel. La vie n'épargne pas les cœurs innocents. Dites, monsieur mon oncle, vous nous parlez de vos combats? Vous avez tué beaucoup de gens? Y a-t-il beaucoup de sang qui jaillit d'une blessure au sable? Et de quelle couleur est la cervelle quand on brise un crâne? Ah, l'abbé, il va falloir que vous entendiez à nouveau mademoiselle Madeleine en confession. Encore sa manie sanguinaire? Ben oui. Depuis que sa mère est morte, entrons, voulez-vous? La guerre n'est pas un jeu plaisant, mademoiselle. On y meurt. C'est triste. Père! Ah, je suis confus. Je rentrais à cheval. J'ai été retenu par les fermiers du Val. Oui, il est en retard. Une autre multiplication de progéniture? C'est le frère de sa sœur. Donc, mon fils. Voilà. Monsieur, voici votre oncle. De vous avoir pour oncle est un honneur, monsieur. Vos faits sont chantés d'ici jusqu'aux cieux. Pardonnez mon retard et comptez l'océan. Vos exploits, vos combats, la vie sur l'océan. Il parle en vers ou je le déraisonne? Quand il est ému, il fait des alexandrins. Voilà un singulier neveu. Et est-il de vous au moins? Ah oui, Marie était une femme fidèle, contrairement à mon épouse, la marquise, qui est une femme sans vertu. Bien. Nous
Nous parlerons de tout ça plus tard. Pour l'heure, refaisons connaissance, voulez-vous? Pareil prend donc l'eau. Un canot envoyé à notre secours approche. Voyant que c'était notre seule ressource, je sollicite tous les officiers de s'en servir. Cela leur paraît périlleux. Quant à moi, j'essaie. Plus de 20 se noyèrent. 4 seulement purent me rejoindre. Plus tard, je vis notre pauvre navire couler avec le mortel déplaisir de ne pouvoir lui porter aucun secours. Eussé-je su nager encore une fois, j'aurais pu périr comme jadis mon pauvre capitaine sur ces écueils de crête. Ah, combien je le regrette, ce cher Aucuncourt, lui qui m'a appris tant de choses dans mes premiers assauts. Lui qui m'a d'abord cru trop raffiné pour faire un bon soldat. Ah, mais vous avez amplement prouvé votre valeur. D'abord capitaine, puis chef d'escadre, et maintenant lieutenant général. Je ne serais pas étonné que vous soyez bientôt nommé vice-amiral. Eh bien, buvons à notre frère, à mon frère. Buvons à mon frère. Est-il vrai que vous avez l'oreille du roi en personne? Quand il veut des conseils sur l'organisation de sa marine ou la construction navale, il sait que j'ai quelques lumières. Vous savez donc aussi construire des navires. Et quand le roi m'a confié mon premier bâtiment, il était encore en Hollande. Installé là-bas, j'ai dû attendre de longs mois son achèvement. N'aimant pas l'oisiveté, j'en ai profité pour découvrir l'architecture et la construction navale. 2 matières passionnantes, presque autant que la tactique. Le roi devrait vous faire ministre. Oh, Dieu m'en garde, l'action a pour moi trop d'appât. Le vent puissant, le claquement des drisses sur les mâts, l'odeur de la poudre, les paquets d'eau, la masse des hommes vivantes que l'on mène au combat, la lutte des intelligences face à l'adversité, voilà de quoi remplir le cœur bien plus qu'un emploi de ministre. Pour cela, faisons confiance au fils de M. de Colbert, le marquis de Seignelay, que j'ose appeler mon ami. Grâce à nos efforts conjoints et notre amitié, la flotte du royaume croît et se fortifie. L'Ottoman, le Hollandais et l'Anglais auront bientôt trouvé leur maître. Et cette toux ne vous laisse vraiment aucun répit? C'est une compagne dont je ne me résous pas à me défaire. On est ses habitudes depuis 20 ans. Eftisie ou boulet de canon, qu'importe ce qui m'apportera. La vie d'un marin est souvent courte. Il faut la prendre à l'abordage, coûte que coûte. Oui, je le comprends bien. Vos pauvres fils. Mais il vous admirait tant. Et puis, il voulait vous imiter en tout. J'ai soutenu leur souhait de partir avec vous en campagne. Après tout, nous sommes gens de guerre, et que pouvaient-ils espérer en restant ici, au domaine? Se sont-ils bien conduits? Étiez-vous près d'eux quand... Ils n'ont pas souffert. Pas trop. Votre aîné, face à Gênes, et Michel devant Agé, sont morts à mes côtés. Vaillamment. Les voir pour moi, ce fut un arrachement de l'âme. 2 garçons si braves, si pleins d'allant. Votre chère,
Votre sang, notre chair, notre sang. Oui, mais... Eh bien, si j'avais eu moins de dettes, et si leur père avait été aussi admirable que leur oncle, peut-être serait-il encore de ce monde. Eh bien, sur mer ou sur terre, nous avons tous notre lot de difficultés. Mon papa, mon cher papa, riez de la voir avec moi. Nous serons heureux ensemble. Il est temps de dormir pour les petites filles, et non de se soucier du sort de la famille. Saluez la compagnie et montez vous coucher. Seulement si vous m'accompagnez. Soit, j'écrirai là-haut une ode à ces deux frères, à qui je suis lié par le meilleur des pères. On ne peut dénuer la toile du destin. La victoire a souvent des relents de chagrin. Tiens, vous parlez en vers, vous aussi à présent. Vous parlez en vers, vous aussi à présent. C'est contagieux, je crois. Eh bien, buvons à notre frère et dormez bien, vous ma fille et vous mon fils. Et poursuivons cette soirée avec des propos un peu plus légers. Demain, nous réglerons nos affaires. Savez-vous, monsieur, que mon clocher aurait besoin d'une nouvelle cloche? Où en étais-je? Vous alliez vers Alger. Nous allons vers Alger. C'est alors que nous croisons la route de deux navires espagnols. Selon la tradition maritime, on doit saluer le pavillon de l'autre d'un coup de canon. Oui, mais comment sait-on que ce n'est pas pour se battre qu'on le tire, le canon? On n'est pas de boulet. Ne m'interromps pas. Donc, on lève la grande enseigne et le pavillon. Sur un des navires espagnols se tient le vice-amiral Papakin. Mon lieutenant dit que c'est un ancien corsaire. Il l'a affronté à Gênes et il le garde longtemps contre lui. Enfin, quoi qu'il en soit, ce Papakin refuse de saluer nos couleurs. C'est un affront délibéré, alors le combat s'engage. Un salut au pavillon? Oui, Oh, que les hommes sont bêtes. tu ne peux pas comprendre, femme. Ben, j'en suis fort aise. Bon alors, qui a gagné? Il a fallu 3 heures de canonnade et une centaine de morts pour que Papakin admette enfin la défaite. Il a fallu puis également qu'il perde un œil et qu'il se fasse trouer le bras pour qu'il admette de saluer notre pavillon. Il a tiré les 9 coups de canon réglementaires. Mon lieutenant, la joue perforée et la jambe blessée, a répondu de même. Tout Versailles, apparaît-il, résonnait de ce coup d'éclat. Et toi, tu admires cela? Tous ces morts pour dire bonjour à un bout de tissu? Je n'applaudis pas à la violence, mais à la détermination. Eh ben, elle est belle, la marine royale. Pas étonnant que notre pauvre bête ait perdu ses 2 garçons. Enfin, ce que je retiens, moi, de cette histoire, hormis le panache, c'est que mon lieutenant a pris une décision, et il s'est tenu jusqu'au bout, au point même de remporter la victoire. La détermination, c'est la voile qui manque à mon bonheur pour qu'il aille de l'avant. Comprends-tu? Oui, ben, nous en Normandie, on aime l'hésitation. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tu connais ça, toi, le breton? Si fait, j'avais une grand-mère normande de Coutances. C'est aussi pour cette raison que mon lieutenant me verse des gages comme valet quand nous ne sommes pas en mer. Mais pourquoi la détermination te torture-t-elle ainsi, mon mignon? Je veux me marier. Et là où le bas blesse, c'est que mon cœur balance entre 2 femmes. Je suis tendrifié, ébloui, affriandé par l'une comme par l'autre. Mais je me perds sur la pointe d'une aiguille et me pétrifie à l'idée de me tromper de destin. L'une est mon avenir et l'autre sera mon passé, j'en suis certain. Il faut pourtant que je me décide. Elles et moi sommes d'accord sur ce point. À mon retour à Brest, je dois faire ma demande.
Tel est l'ultimatum qu'elles m'ont fixé. Alors, depuis des semaines, je tourne et retourne la question dans ma tête. Laquelle choisir? La brune ou la blonde? La rieuse ou la sérieuse? Et on dit la femme inconstante. Et de quoi donc as-tu peur? De faire une erreur. Une erreur de quoi? De sentiment. Oh, ces beaux messieurs et belles dames de la noblesse ne s'embarrassent point du cœur quand ils se marient. Ils suivent l'argent. Eh bien, fais comme eux. Si ta liberté d'aimer te pèse, épouse l'un un pauvre, et l'amour suivra. Ou pas. Voilà ce qui m'inquiète. Là où la richesse est absente, la tendresse est la seule opulence. Et mes deux belles ont des tendresses différentes. Alors laquelle me conviendrait le mieux? Je l'ignore. Avec laquelle serait-il le plus plaisant de passer l'éternité? C'est ce que je souhaiterais savoir. Ayant très tôt perdu ma mère et n'ayant pas connu mon père, je souhaiterais pour mes enfants une famille unie. Est-ce trop demander un peu de prudence? Que les hommes sont bêtes. Oui, tu l'as déjà dit. Ça veut aimer, ça fait le stratège. Là encore, mon lieutenant a un répertoire de stratégie. Écoutez-le qui confond l'amour et la guerre. Enfin, il s'agit toujours de conquête. Oui, mais l'une donne la vie et l'autre la mort. Tu es bien raisonneuse pour une servante. Oui, mais moi, au moins, je suis mariée. Et mon mari est comblé. Allons, allons, monsieur le stratège. Dis. J'ai peut-être de quoi te tirer d'affaire. Une personne qui sait des choses. Une personne qui sait lire l'avenir. Ne te moque pas de moi ou il t'encuira. Oh, mais parle-moi plus gentiment, hein. Je me tairai tout à fait. Tu veux quelque chose? Non, sinon te rendre moins bête. Tu es marin et tu as besoin d'une boussole. À défaut d'astrolabe. Et cette boussole s'appelle? Grand-mère enfant. Un nom bien peu ordinaire. On dit qu'elle a 100 ans, mais elle en paraît 10-12. Elle serait tombée dans un bain de jouvence jadis au Nouveau Monde. La belle femme. Et tu dis que moi, je suis bête. Ah ben, elle a su me prédire mon premier enfant, dont la venue se faisait tant attendre. Elle t'a dit d'aller au lit avec ton homme, peut-être? Oh, tu veux pas me croire? Eh ben, libre à toi. Prends la main qu'on te tend et tu finiras seul. Tiens, engage de ma bonne humeur. Bon, ben, dis-moi tout. Où trouver cette dame clairvoyante et sans âge? C'est elle qui viendra jusqu'à toi. Il te faut l'invoquer. L'invoquer? Diantre, mais quelle sorcellerie veux-tu me faire pratiquer là? Ouais, rien de bien diabolique, je t'assure. Enfin, c'est que j'ai de la religion, moi. Mais je suis trop dans l'embarras. Explique-moi la chose. Alors, tu auras besoin d'un fil rouge, d'une crochet et d'un petit poisson. Bon, je te trouverai tout cet attirail demain matin et tu accompliras le rituel. Bien vrai. C'est efficace. Ah oui, monsieur André l'a fait, elle est venue et elle lui a prédit qu'il serait écrivain. La belle affaire. Il débute des vers comme d'autres respirent. Oui, bon, ben moi je te dis ce qui est, hein. Et je suis femme honnête. Au point que mon mari n'a pas hésité avant de m'épouser, lui. L'heureux homme, peut-être. Bien, je vous ai fait préparer la chambre d'honneur. Le lit de repos est couvert de soie et avec une toile rouge. Et luxe suprême, il n'y a pas trop de courant d'air. Et ils sont loin les fastes de Versailles et j'en ai grande honte. Loin aussi des rudesses de la mer. Ne vous accablez point. Et ici, vous ne risquez pas de mourir d'un coup de canon. Bon, je bénis vos retrouvailles et je fais le vœu que la plaie d'argent ne vienne pas semer le trouble entre vous. Oh, combien de familles j'ai vu se déchirer. Si vous saviez les horreurs qu'on me raconte en confession, des fourberies, des procès, des envies de meurtre, oui, d'homicide. Oh, c'est la boisson qui parle. Il est temps que je regagne mon presbytère.
Oui. Merci ma fille. Eh bien, l'abbé, nous vous laissons rentrer chez vous, l'abbé. Heureusement, mon cheval connaît la route. Bien le bonsoir, messieurs. Est-il frais au moins? Bah, de ce matin, mon mari l'a pêché il n'y a pas 1 heure. Bon, que dois-je faire de tout cela? Bon, ben, tu noues le fil à la clochette et à la queue du poisson. Voilà. Oui. Maintenant, à la queue du poisson. Voilà. Et ensuite, alors, tu vas secouer le poisson, faire sonner la clochette. 3 fois. 3 fois. Voilà. Puis après, voilà, tu colles l'ouïe du poisson à ton oreille. Voilà, l'ouïe du poisson à ton oreille, voilà. Et tu dis allô. Ben oui, allô, allô, comme se jeter à l'eau. Tu parles d'un poisson tout de même. Allô? Allô? Il ne se passe rien. Ben recommence. Tu ne me prendrais pas pour un idiot? Ben recommence, fais-moi confiance. Allô? Allô? Parle-lui. Parle-lui. Qui est au bout du fil? Corentin Le Droche? C'est à quel sujet? Poisson. Je voudrais consulter grand-mère enfant. C'est elle qui vous parle. Que désirez-vous? Que désirez-vous? Il y a de la culture sur la ligne? Est-il vrai que vous lisez dans l'avenir? J'en ai bien peur. Vous avez besoin d'un renseignement? Pour une question matrimoniale. Je vois. Je viendrai. Je vois. Je viendrai ce matin avant que 10 heures ait sonné au clocher de l'église. Où vous tenez-vous? Chez le comte de Tourville, au manoir de Velay. Je connais. Attendons donc. Que caches-tu là avec cet air coupable? À quoi jouez-vous tous les deux? C'est une nouvelle technique de pêche que me montre Z. Les poissons sont intrigués par cet appât, alors ils viennent le voir de près, et puis la clochette qui est restée accrochée en surface prévient le pêcheur qui n'a plus qu'à les prendre avec son épuisette. D'ailleurs, vous m'avez été attiré, n'est-ce pas, preuve d'efficace? Étant ni truite ni brochet, je ne saurais en juger. Tiens, quand tu auras fini avec ces coccinelles, pense à rassembler nos affaires, nous partirons dès après que j'aurai discuté avec mon frère. Bien, monsieur. J'espère que cette sorcière poissonnière viendra avant notre départ. Vous osez dire ce nom devant moi, infâme vilain.
Dis donc, Quichotte, par le soleil qui nous éclaire, je suis sur le point de vous percer de part en part avec cette lance. Payez-le tout à cette heure, sans plus de réplique. Ou bien, par le Dieu qui nous régit, je vous châtierai et vous anéantirai tous. Monsieur mon oncle, voulez-vous que je vous fasse la lecture également? Il y a de fort jolis massages. Lui heureux se nomme Don Quichotte. C'est quelqu'un qui rêverait d'être vous. Vous êtes bien gentille, mademoiselle, et votre père et moi devons discuter affaires. Oui, mademoiselle, ma fille, merci. Laissez-nous à présent, nous reprendrons un peu plus tard. Mon fils vous a-t-il montré le domaine? Oui. Tout est dans un triste état. Oui, ben, le manoir de Vauville où réside mon épouse est d'un aspect bien meilleur. Que s'est-il passé avec elle? Oh là là. Nous ne nous fréquentions plus, même la nuit. Alors j'ai rencontré Marie, et puis après la mort des garçons, cela n'a rien arrangé. Alors la marquise a eu des amants, et puis elle a commis 2 enfants. Alors le premier, c'est une rumeur qu'on m'a rapportée. Et puis quant au second, Jean-Baptiste, il prête au doute. Est-il le fruit de notre dernier commerce charnel? La marquise le prétend, mais je ne sais même pas. En tout cas, elle l'élève près d'elle, en son manoir. Et puis parfois, elle vient nous rendre visite avec celui qu'elle appelle notre fils. Enfin, mademoiselle Madeleine et lui s'entendent comme frère et sœur. Ah, l'enfance a des lois bien plus simples que les nôtres. Merci. Merci. Eh bien, voilà où nous en sommes. Mes douleurs m'assassinent, ma femme me poignarde dans le dos, et puis mon frère vient me réclamer une vieille dette. Je vous ai laissé 18 ans pour vous refaire après le décès de notre mère. Et tout ce que vous avez refait, ce sont des enfants. Et qui plus est des bâtards. Ces 23 482 livres, 10 sous et 4 deniers. Oui, n'oubliez surtout pas les 4 deniers. Ces 23 000 livres. Oui, je ne peux les payer. Même pas la moitié. Et je le sais, je l'avoue, je vous dois cette somme. C'est votre part de l'héritage de notre mère, qui est garantie sur cette terre. Mais cette terre ne vaut rien. Et en mon état, je ne peux me permettre d'aller chercher fortune ailleurs. Je le sais bien. Et je ne peux vous blâmer. Qu'espérez-vous donc? Régler nos affaires avant qu'il ne soit trop tard. Et éviter que notre terre ne soit plus liée à notre sang. Je connais un libertin à Versailles qui prétend que la religion n'a d'autre but que celui-ci. Prôner la fidélité conjugale afin que le patrimoine reste lié au sang du père. La mère n'a jamais de doute quant à sa maternité. C'est le doute sur la paternité qui prône et qui pousse à la fidélité. Ah oui, ainsi, c'est l'homme qui est le plus infidèle, m'a-t-on dit. C'est un cercle vicieux. On me presse de me marier, savez-vous? Signolet veut arranger la chose. Me trouver une épouse bien dotée, afin que je lui fasse des enfants, afin que mon nom reste dans les mémoires. Eh bien, je suis content pour vous, si vous en êtes content. Je n'ai sans doute plus longtemps à passer sur cette terre. Oui, moi, pareillement. Mais c'est pourquoi je me réjouis à l'idée que vous nous donniez une descendance honorable. Le pape va devoir me défaire de mes vœux. Ah oui, la chasteté. Mais qu'en pense votre libertin de la chasteté? Pas que du bien.
Et pour l'ordre de maths, elle n'est qu'une formalité. La vertu est souvent un simple trait de plume au bas d'un parchemin. Alors, qu'attendez-vous de moi? Notre dette et votre situation bâtarde, si j'ose dire, m'ont l'air de haut fond où ma course pourrait bien s'envaser. Il serait bon que je montre que je sais mener mes affaires aussi bien qu'une flotte de guerre. Alors, qu'espérez-vous de moi? Nous pourrions nous faire d'une pierre deux coups. Montrer que je défends mes intérêts financiers et couper l'herbe sous le pied au bâtard de Madame de Beauville. Eh bien, je crois que nous pouvons nous entendre. Je vous propose ceci. Intentez-moi un procès en bonne et due forme. Et puis, joignez la reconnaissance de dette. Vu les lenteurs de la justice, je ne serai plus de ce monde quand la sentence arrivera jusqu'au manoir. La dette est chère à votre femme. Sera-t-elle en mesure de la payer sur ses biens propres? Mais pourrait-elle qu'elle ne voudrait pas? Elle déteste son manoir. Et bon, elle est prête à vous le céder afin d'effacer cette dette. Et puis elle se réfugiera dans son domaine de Beauville. Mais avec ce procès, votre réputation risque de... Ma réputation d'endetté n'est plus à faire. Et là, écoutez, essayez de m'éviter la Bastille si c'est possible. Bien sûr, mon cher frère, bien sûr. Pardon. Bon, vraiment... Vous et moi sommes deux épaves qui surnageons glorieusement. Oui, vous avez eu la vie glorieuse, et puis moi la vie désastreuse. En tant qu'aîné, vous avez hérité du plus lourd fardeau, celui de ce domaine perdu. La terre est plus ferme que l'eau, mais on peut tout autant s'y noyer. Oui, j'aurais mieux fait d'apprendre à nager comme vous. Et nos parents auraient peut-être dû mener moins grand train à Paris. Ah, attention, hein. Quand on est une La Rochefoucauld, comme notre mère, eh bien, on se dit qu'on aura toujours des soutiens et que l'on doit vivre selon son rang, même sans sou. Le soutien des La Rochefoucauld m'a permis d'entrer dans la marine, il est vrai. Allons. Buvons, trinquons à notre litige fraternel et à nos vies chancelantes. Eh bien, l'abbé sera à demi satisfait. Nous nous entretuerons point, mais nous aurons eu l'air de nous entre-dévorer. Je lui paierai une nouvelle cloche pour le consoler. Dommage que mademoiselle Madeleine et monsieur André ne soient pas vos enfants légitimes. Je les aime bien. Eh bien, justement, à ce propos, j'aurais une faveur. Laquelle? Emmenez mon fils avec vous. Vous voulez? Ben oui. Vous trouverez un emploi auprès de Sa Majesté. Il vous admire. J'ai parlé avec lui et il est d'accord pour vous accompagner. Mais ne craignez-vous pas qu'il connaisse le sort de vos deux premiers fils? Oui, mais que peut-il faire ici, en ce domaine? Il n'a aucun espoir. Bon, je tâcherai de lui trouver un emploi pas trop exposé. Mais puisqu'il aime écrire, pourquoi pas écrivain de marine? Les inventaires valent bien des poèmes parfois. Merci, mon frère, merci. Elle ne sonne pas si mal, cette cloche.
peux la rencontrer qu'une seule fois, c'est la règle. Allez, va à court avant que nos messieurs ont bientôt fini de s'entretenir. Allez. Corentin le droit, je présume. Lui-même. Restez au cours, ce n'est plus mon âge. Vous avez l'air bien jeune pourtant. La fontaine de Jouvence préserve des traits juvéniles, mais pour les os, c'est autre chose. À 110 ans, on manque un peu de souplesse. Si vous le dites. Voilà votre question, jeune homme. Voilà, il y a deux personnes très chères à mon cœur, Anne et Marguerite. Je souhaiterais savoir quel serait mon destin à leur côté. Coupez, dans le sens que vous voulez. Vous lisez l'avenir? Dans les pommes? Elle a ce double avantage d'être moins fragile que les boules de cristaux et plus nourrissante que les cartes de tarot. Coupez. Alors? Voici Marguerite. Brune, rieuse, douce, intelligente aussi, quoique un peu paresseuse et distraite. Elle est tout à fait à votre genre. Vous pourriez avoir une cabane au bord de mer, pas mal d'enfants, et certains qui survivront même au-delà de 5 ans. Une bonne entente, assez de tendresse pour combler à votre cœur. Votre avenir avec elle semble aussi radieux qu'on peut s'espérer au XVIIe siècle. Et avec Anne? C'est Anne avec qui vous pourriez passer votre vie. Oh, voilà un destin bien singulier. Qu'est-ce à dire? Je vois un mariage très malheureux, malgré la naissance de 2 enfants. Oh. Une maladie de poitrine. Non? Beaucoup de violence. De la violence? Une terrible lutte où les adversaires sont bien plus nombreux, mais la pauvre Anne doit les affronter. Elle n'a pas le choix, on lui ordonne. Qui donc? Un homme. Pas moi, j'espère. Non, un homme très haut placé. Mais Anne est lavandière. Je vois ses beaux cheveux blonds qui volent au vent, tandis que les boulets flottent et que les bateaux flambent alentour. Des bateaux? Ouh là là, c'est une affreuse défaite. La pire déroute imaginable. Mais pourtant elle est félicitée. On lui élèvera même des statues. Des statues? Anne connaîtra plus tard des succès, détruisant les vaisseaux, protégeant des ports, avant de finir sa vie seule à Paris. Mais cette Anne dont vous parlez, ce n'est pas ma bonne amie, c'est mon lieutenant. Il s'appelle Anne. Anne Hilarion de Tourville. Eh bien, je ne vois pas d'autre Anne à votre avenir. Cela répond à votre question. Ça se fera 10 seul. Ça fait Charles bonheur conjugal. Le droche! Le droche! Tenez, filez maintenant. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Au cas, ça va vivre. Paris nous attend. Vite, les mâles. Ah, et mon neveu nous accompagne. Je vais tâcher de lui faire trouver un emploi pas trop exposé. Comme quoi? Comme écrivain de marine. Écrivain, dites-vous? La sorcière avait vu juste. Marguerite, mon aimée, nous serons donc bientôt mariés. Quant à vous, mon lieutenant, quel tragique destin vous attend? Un mariage malheureux? Et cette affreuse défaite? Quel idiot, je n'ai pas demandé où elle aurait lieu. Enfin, c'est trop tard maintenant. Que dis-tu? Rien. Eh bien alors la malle. Je suis ému, mon oncle, et ne saurais vous dire à quel point ce départ est m'honore et m'inspire. Je suis triste, il est vrai, de quitter ce domaine et de laisser ici mon père et Madeleine. Mais il faut bien un jour partir à l'aventure, découvrir sa valeur et montrer sa droiture. Oui, c'est fort bien exprimé. En effet. Ah, ma petite sœur qui grandira sans moi. J'écrirai très souvent. Prenez soin de papa. Et vous, mon grand Migaud, évitez les combats. La mort n'a d'avenir que sans vous dans les bras. Je vous le dis en vers, et n'en oubliez pas. Adieu, mon père.
eh bien, nos hommes de loi régleront nos affaires. Et je crois que pour nous, c'est un adieu. Portez-vous bien, mon frère, et faites encore briller notre nom. Oui, vous pouvez compter sur moi, vous qui m'avez appris si bien à compter. Vous vous en souvenez donc? Adieu, François César. Adieu. Allons-y. Je trouve que ce séjour fut plus poignant que je l'aurais imaginé. J'ai le sentiment que ma famille n'est plus qu'une escadre en déroute. Malgré les douleurs et les dettes, votre famille est encore là, mon lieutenant. Et votre affection perdure. Foi d'orphelin, c'est un trésor de vie. Enfin, un trésor gagné sans combat. D'ailleurs, toutes les déroutes ont peut-être une part glorieuse. Toutes, naïf que tu veux. On ne lève pas de statue au perdant d'une bataille, ce me semble. Qui c'est, mon lieutenant? Eh bien, je voudrais bien voir ça. vous a interprété a été créé par Fabrice Aymon. Nous remercions Julia Wolfette, altiste. Ça a l'air de rien. Mais il a fallu qu'elle improvise, il a fallu qu'elle s'adapte, il a fallu qu'elle comme des blancs qui étaient, qui n'étaient pas, qui n'ont plus été. Bref, bravo Julia. Nous remercions également les couturières qui nous ont permis d'avoir une pièce qui ressemble à du vrai, comme sous Louis XIV. Que l'Esprit Saint les inspire. Oui. Nous remercions également la famille Andrieux qui nous a permis de représenter la pièce ici même, dans ces lieux, le manoir n'existant pas, mais la ferme existant. Ils nous ont permis, gentiment, nous ont accueillis sans aucune réserve. Voilà. Et nous remercions également le comité des fêtes de Tourville qui s'est bien mobilisé pour le côté pratique qui nous échappait complètement. Voilà. On présente les comédiens maintenant peut-être. Alors, notre François César, Pierre Carlu. Notre amiral, Benoît Wolfette. L'abbé Viard de Tourville. Lisette, la servante
suivre. Alors, Et tout cela sous l'égide et l'inspiration de Marie-Véronique Salin.